Alors les signataires, je ne sais pas si je vous les donne tous, mais enfin, il y en a certains que vous connaissez déjà. Donc Patrice Chéreau, en tant que directeur du théâtre de Sartrouville. Il y a Jean Dasté, directeur de la Comédie de Saint-Étienne. Vous avez par exemple Francis Janson, donc directeur du théâtre de Bourgogne. Hubert Gignoux, directeur du Théâtre National de Strasbourg. Roger Planchon, donc directeur du Théâtre de la Cité de Villeurbanne, donc. Vous avez aussi René Jauneau, directeur de la Maison de la Culture à Thonon-les-Bains. Ça, ce sont vraiment des gens de l'éducation populaire qui ne sont pas très connus, mais enfin, voilà. Puis après, vous avez par exemple un autre, Gabriel Monet aussi, directeur de la Maison de la Culture de Bourges. Vous avez Maurice Sarrazin, directeur du Grenier à Toulouse. Et Georges Wilson, directeur du Théâtre National Populaire. Donc voilà, là je vous donne vraiment quelques-uns, mais il y en a plusieurs dizaines quoi, de signataires. Voilà, donc Maison de la donc déclaration donc de Villeurbanne qui, comme vous l'avez donc vu, ça consiste à non pas seulement mettre en rapport les œuvres avec le public, mais surtout c'est de mettre en rapport les hommes entre eux, quoi. Enfin, les hommes et les femmes, enfin les gens entre eux, quoi. Donc c'est plus une mise en rapport et une mise en communication des gens entre eux, plutôt que d'essayer de mettre uniquement les œuvres en relation avec les gens. Donc c'est pas du tout le même type de travail, quoi. Alors cette façon de concevoir donc la politique culturelle, eh bien, on pourrait se dire que justement parce qu'elle essaie de mettre en relation, qu'elle essaie de mettre en rapport, eh bien, peut-être elle a des points communs avec l'éducation populaire. Se dire, ben oui, c'est vrai que c'est un mouvement qui est assez proche. Et seulement, parmi les militants de l'éducation populaire, certains y sont allés, puisque certains étaient donc directeurs de ces structures, et puis d'autres, au contraire, ont décidé que non, on fait le choix de ne pas y aller. On fait un choix peut-être politique de ne pas y aller, non pas seulement parce qu'on ne les avait pas invités, mais parce qu'ils ont considéré que ceux qui allaient à ce rendez-vous à Villeurbanne, eh bien c'était peut-être finalement des gens qui avaient qui avaient en quelque sorte trahi le mouvement d'éducation populaire, trahi une première fois en allant diriger des structures selon une politique culturelle qui était celle de Malraux, auquel on a vu il pouvait des points de divergence. Donc déjà le fait qu'il fasse partie de ces structures, c'était déjà peut-être la preuve qu'en effet ils étaient peut-être plus en accord, mais aussi peut-être en considérant que finalement ces maisons de la culture, qui étaient donc soutenues par De Gaulle, puisque c'était donc lié aux politiques culturelles, et bien finalement c'était peut-être aussi en rapport avec un tournant dans la société française à ce moment-là, qui commençait à prendre comme point de mire peut-être le capitalisme financier qui commençait à rentrer, dont l'esprit commençait déjà à irriguer en quelque sorte les politiques, en particulier la politique culturelle. Alors, certains ont considéré que, dont particulièrement Henri Cordreau, qui était donc lui absolument contre ces rendez-vous, parce qu'il considérait que finalement, que d'écouter Planchon dire l'année précédente, en juillet 67, à Avignon, tout pouvoir au créateur, considérait que quelqu'un qui faisait ce type de déclaration était quelqu'un qui n'était absolument pas recommandable. Et donc pour lui, c'était complètement fascisant de dire tout pouvoir au créateur. Qu'est-ce que ça voulait bien vouloir dire? Il n'était absolument pas d'accord avec ça. Alors, parmi ces signataires, il y a un début de controverse, si vous voulez, autour de ce rendez-vous. Controverse qui, pour la petite histoire... Désolé, hein. Mais non, mais c'est pas grave. J'ai pas voulu intégrer. Mais ça va. Une controverse qui, en fait,
il y a certaines figures parmi ces signataires de la déclaration de Villeurbanne vont peut-être aussi être des éléments, vont être assez emblématiques quand même des problèmes que pose cette déclaration de Villeurbanne, outre le fait que certains militants d'éducation populaire ne se reconnaissent pas. Je pensais par exemple je prends l'exemple de Patrice Chéreau. Patrice Chéreau qui, un an après, en 1969, va rédiger un article. Rédiger un article dans une revue qui s'appelle Partisan. Et dans cet article, qui va paraître en mai 1969, il va l'intituler « Une mort exemplaire ». Et dans cet article, eh bien, il livre en quelque sorte une réflexion sur son expérience de directeur du théâtre de Sartrouville. Et le théâtre de Sartrouville qui est né en 1966 et qui était à la volonté à la fois conjuguée de l'État et puis des municipalités de faire justement ce travail à la fois artistique et d'action culturelle. Autrement dit, ce qui est au cœur même de la déclaration de Villeurbanne. Comment faire à la fois de l'art et aussi de l'action culturelle pour faire en sorte que tous ces non-publics puissent être concernés, se sentir concernés par la culture, dans son sens le plus pluriel de la culture, on a vu. Et donc il fait état de son expérience. Alors, son expérience au milieu scolaire, et alors là où il considère que c'est un vrai travail qui a été fait, il trouve qu'en effet, c'était une chose nécessaire de faire de l'éducation artistique auprès des enfants, etc. Mais en revanche, il est beaucoup plus critique lorsque cette action culturelle, eh bien, elle concerne les ouvriers. Puisque, avec le théâtre de Sartrouville, ils sont allés faire de l'action culturelle dans les comités d'entreprise. Et dans ces comités d'entreprise, Chéreau dit qu'ils se sont parfaitement mal à l'aise. Mal à l'aise parce qu'il a le sentiment que déjà il y a un problème méthodologique, parce que ce sont des espèces de colloques, et puis il se rend compte que finalement ce type d'action culturelle n'a pas grand effet. Et puis aussi, il considère que, eh bien, contrairement à certaines idées reçues, que tout travail d'action culturelle n'est pas forcément politique. Et lui, il commence à revendiquer le droit que, eh bien, l'artiste est libre d'exercer son art sans forcément avoir un point de vue politique. Et donc, décider que l'action culturelle doit être politique est quelque chose qui, pour lui, pose un peu problème. Et puis, il considère également que cette culture prolétarienne dont on parle souvent, et notamment dans ces années-là, elle est d'abord soutenue par les ouvriers. Or, il a le sentiment, lui, que la culture dont il parle, eh bien, finalement, ce n'est pas une culture prolétarienne, c'est d'abord et avant tout une culture bourgeoise. Une culture bourgeoise qui va rencontrer des ouvriers. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, pour lui, ce théâtre populaire, eh bien, c'est finalement, ça ne sert qu'à une seule chose, c'est une démarche qui ne vise qu'à faire aimer le théâtre. Mais en ce sens, il n'y a rien véritablement de politique là-dedans. Donc, eh bien, pour lui, son expérience de Sartrouville s'avère être un échec, et c'est pour ça qu'il dit que c'est un échec exemplaire, c'est une mort exemplaire, dans le sens où tout avait été fait pour qu'effectivement cette action culturelle puisse opérer, à savoir un soutien à la fois des ministères, des municipalités, dans une région, dans une communauté qu'on dit périurbaine, autrement dit, vraiment, tous les éléments sont là pour véritablement lancer une véritable action culturelle. Or, il s'avère que ça n'a pas fonctionné, et que pour lui, eh bien, le théâtre populaire, au bout du compte, n'existe pas. Et donc, si c'est une mort exemplaire, ça veut dire que son activité, elle était nécessaire, et que historiquement, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas porter ses fruits. Donc il va absolument rejeter, enfin tout ça, ça va être débattu évidemment à Villeurbanne, pendant ces réunions, ce comité permanent. Et donc au bout du compte, on va se rendre compte que finalement, il y a une sorte d'inadéquation entre
ces publics que l'on veut viser, ces non-publics, et puis ceux qui sont engagés dans la lutte pour aller les rencontrer. Autrement dit, il y a une séparation de classes qui fait que de toute façon, ça ne peut pas coller. C'est un projet, c'est un vœu pieux, mais il ne peut pas opérer du tout. Autrement dit, ce théâtre populaire n'est que le fait finalement d'une petite communauté d'intellectuels. Et que cette petite communauté d'intellectuels ne connaîtra jamais de toute façon les conditions de vie des ouvriers. Autrement dit, ce travail qui est fait par une classe, autrement dit les classes bourgeoises, en direction d'une classe qui serait une classe populaire, ouvrière en l'occurrence, eh bien ce passage-là ne peut pas avoir lieu. Donc pour lui, c'est un échec. Donc ça ne peut pas opérer. Oui. Peut-être que tu vas y venir après. Ouais. Mais du coup, cette transmission, elle n'a pas lieu parce que, comme tu dis, c'est deux cultures qui ne se rencontrent pas. Et est-ce qu'il y a eu, du coup, tentative de créer de la culture ensemble, enfin, par ces gens qui tiennent ces théâtres, créer avec des gens qui, dans ces CA, ces classes ouvrières, qui vivent près de ces théâtres-là et tout. Alors il y avait des tentatives, enfin on n'a pas attendu Villeurbanne en fait pour faire ces tentatives d'action culturelle, mais Villeurbanne en tout cas devait être en fait le lancement d'un renouveau de la politique culturelle. C'est-à-dire que même s'il y avait des tentatives qui avaient été faites, dont Chéreau avait déjà l'expérience, même s'il était signataire en 68, il s'avère que à partir de 68, l'ensemble des responsables d'équipement se sont dit bon, on va aller dans ce sens-là, on va essayer en effet de mettre en application cette déclaration qui était faite ici. Donc il y a eu une tentative en effet. Mais parce que là, tu parles de transmission, mais pas de commun chose que je veux dire ou pas? Alors justement, là où ce projet de renouveau de politique culturelle, c'est justement pour aller au-delà de la transmission, mais plutôt dans cette idée de faire naître, de voir en quelque sorte la culture qui est inhérente à chacune des collectivités qu'on va rencontrer. C'était en tout cas le projet que se donnaient les signataires de la déclaration de Villeurbanne, et on va voir, alors peut-être pas forcément aujourd'hui, mais on va voir que ça va avoir forcément une influence sur les politiques culturelles, surtout des années 70, et la naissance de ce qu'on va appeler le socio-culturel. On peut dire que le socio-culturel, il peut en quelque sorte naître de ce projet-là de vouloir partir de la culture endogène des gens avec lesquels on va essayer de faire participer à ce travail culturel. Voilà. Plutôt que de leur apporter de la culture, on va considérer que la culture va partir d'eux-mêmes. Est-ce que je peux juste préciser, donc à l'époque là où on parle, donc là on est en 68. Est-ce que ça englobe l'action culturelle? Ça englobe quoi exactement? Alors qu'est-ce que ça englobe l'action culturelle? À ce moment-là, je veux dire. Alors à ce moment-là, c'est ce projet de se dire qu'on va considérer que la culture, comme on disait d'ailleurs tout à l'heure, cette culture, elle ne peut pas se limiter à des œuvres d'art. On va considérer que la culture, il faut la créer. On peut la créer à partir de la culture qui est présente déjà dans la population, mais dans sa pluralité. C'est-à-dire que en Provence, vous n'avez pas la même culture qu'en Bretagne ou dans les Pyrénées ou en Ardèche, etc. Enfin, si on considère les cultures régionales, mais disons qu'elles ne partent pas sur les mêmes traditions. Donc on va considérer qu'en effet, à chaque région ou chaque communauté, il peut y avoir des cultures différentes. Et puis on va considérer aussi que à partir de 68 et de cette déclaration, c'est que tous les gens que l'on voulait concerner par la culture, eh bien, on se rend compte ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut trouver un autre moyen parce que cette culture que l'on représente, que l'on met sous le nez en quelque sorte, à travers les maisons de la culture et les CDN, ça ne les concerne pas. Donc il faut voir quelle est la culture qui va les concerner. C'est-à-dire pas une culture qu'on va leur donner, mais plutôt une culture qui émane d'eux. Donc c'est de partir de ces émanations en quelque sorte, c'est-à-dire des différentes collectivités, des différentes communautés qu'on peut rencontrer. Donc l'action culturelle va consister à essayer
d'élaborer, de faire germer en quelque sorte cette culture, mais en la traduisant par un langage artistique, c'est-à-dire en faisant faire du théâtre, en faisant faire de la musique, en faisant faire différentes activités qui vont pouvoir traduire, en tout cas, la culture qui est propre à chacun. La volonté de l'action culturelle, c'est de faire naître cette culture qui serait propre à chacun. Voilà. Ça, c'est véritablement l'action culturelle. À partir de 68. Avant 68, l'action culturelle, c'est celle de Malraux, qui consiste à créer des sortes d'ambassades dans différentes régions de France, un peu comme le faisait d'ailleurs, et c'est pas pour rien qu'on disait que les premiers administrateurs des affaires culturelles, c'était des anciens administrateurs des colonies françaises. C'est-à-dire qu'en effet, il fallait demander, notamment à Émile Jean Biasini, qui était administrateur en Guinée, de venir faire la même chose que ce qu'il avait fait là-bas, en France. Autrement dit, c'est de transmettre une culture de patrimoine, une haute culture, à des provinces où cette culture était absente. Ça, c'était le projet d'action culturelle sous le ministère de Malraux. Voilà. Donc on voit qu'il y a différentes modalités d'action culturelle, selon les époques, selon l'histoire, et puis selon aussi les acteurs qui vont entrer en scène. Là. Voilà, donc on sent qu'ici il y a un tournant, c'est-à-dire c'est plus essayer de transmettre une culture consacrée, mais c'est de partir de ce qui émane des gens. On va considérer que ça, c'est aussi de la culture, et qu'elle n'est pas plus mauvaise que la haute culture, et qu'on peut faire quelque chose avec ça, tout en mettant en contact l'ensemble de la population avec des œuvres, ça n'empêche pas. Mais on va commencer à créer de la médiation culturelle. On va créer des structures ou des dispositifs qui vont permettre justement de faire en sorte que les gens puissent appréhender la culture autrement, à partir de leur propre vécu. Voilà, donc ça, ce projet d'action culturelle ici est en train de se rapprocher davantage de la société civile plutôt que de partir des œuvres, on part des gens. C'est à l'inverse. Donc c'est en réaction vraiment avec l'expérience et le vécu de ces directeurs d'équipement. Alors donc, considérer ça, on pourrait se dire, oui, alors donc, les militants d'éducation populaire vont se reconnaître, mais non. Voilà. Certains ont considéré que les gens qui faisaient partie de ces équipements étaient tous en quelque sorte des mandarins, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas, en quelque sorte, font partie d'une classe, mais qui n'est plus en rapport avec l'éducation populaire. On va considérer que ce sont justement des gens qui défendent l'élitisme culturel. Voilà. C'est en tout cas le discours que tiennent les militants d'éducation populaire, en grande partie, qui n'ont pas voulu répondre présent lors de la commission qui s'est tenue à Villeurbanne. Alors, il faut savoir aussi qu'en même temps, parallèlement à ces déclarations de Villeurbanne, il s'est passé tout un tas de choses. Alors, il y a eu évidemment les mouvements de mai, des étudiants à Paris, et il y a eu aussi, puisque là c'était une réunion, le comité de Villeurbanne, c'était une réunion de dirigeants de structures et d'équipements culturels, et bien il va y avoir en parallèle une réunion, un comité qui va se créer, non plus par des dirigeants, mais par les personnels administratifs, techniques et artistiques de ces équipements, qui évidemment ne sont pas invités au comité de Villeurbanne et qui vont créer leur propre comité parallèlement au comité de Villeurbanne à quelques jours d'écart, puisqu'ils vont se réunir au tout début du mois de juin, en juin 68. Ils vont se réunir à Strasbourg. Ils vont se réunir dans le CDN de l'Est de Strasbourg, qui est tenu par Hubert Gignoux. Hubert Gignoux qui avait invité d'ailleurs les directeurs de structure à venir en effet à Villeurbanne, avec Planchon. Il faisait partie de ceux qui avaient appelé les directeurs de structure à venir, et Gignoux donc va accueillir ces personnels qui vont avoir des discussions tout autres. C'est-à-dire qu'ils vont en effet prendre connaissance de la déclaration de Villeurbanne et vont en quelque sorte prendre au mot les propos qui sont tenus par les responsables des équipements. Autrement dit, ils vont commencer à élaborer
vouloir élaborer la convention collective. Vous savez ce que c'est une convention collective. Et donc ils vont essayer de fixer en effet les conditions d'emploi et de travail, et puis des garanties sociales. Donc ça, c'est pour cette convention collective, c'est dans le but évidemment de réguler l'ensemble des conditions de travail, et plus seulement de gré à gré entre un salarié et une entreprise, mais ça devrait concerner l'ensemble des travailleurs de cette branche. Donc les discussions vont être beaucoup plus sociales. On va parler évidemment de salaire, on va parler d'effectifs, on va parler de congés, on va parler de jours de grève et de liberté syndicale. Ça, c'est la plupart des éléments qui vont être partagés au cours de ces comités. Et il faut savoir qu'avant ce rendez-vous en juin 68, eh bien, il y avait eu un grand mouvement de grève qui était un mouvement de grève qui avait eu lieu dans les usines Renault-Billancourt. Et lors de ce mouvement de grève, eh bien, un mouvement de grève qui a été accompagné par la CGT, eh bien, il se trouve que l'ensemble des ouvriers refusent les accords qui ont été signés entre la direction des usines Renault et la CGT. Autrement dit, ils veulent continuer à faire grève. Alors ça, évidemment, ça pose quelques difficultés, parce que la CGT espérait la reprise du travail, or, les ouvriers refusent de reprendre le travail. Autrement dit, c'est la première fois où va se créer, de façon embryonnaire, ce qu'on pourrait dire une organisation non syndicale. Autrement dit, il y a là, qui va s'opposer à la CGT. Autrement dit, il y a là déjà un mouvement ouvrier indépendant des syndicats qui veut prendre un peu la direction de ses affaires en main. Autrement dit, lorsque les salariés et les personnels des équipements culturels se réunissent à Strasbourg en juin 68, ils sont évidemment dans la continuité de ce mouvement ouvrier. Et donc, il y a là un climat tout à fait différent, mais d'insubordination ouvrière. Autrement dit, lorsqu'ils font remonter leurs revendications par Hubert Gignoux auprès des directeurs des structures, des centres dramatiques et des maisons de la culture, eh bien, les directeurs sont absolument stupéfaits par les revendications. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'on en fasse des revendications salariales. Des revendications salariales qui justement exigent eh bien, que le contenu de cette déclaration de Villeurbanne eh bien, puisse être appliqué au sein même des équipements dont ils sont les administrateurs. Alors là, ça pose évidemment quelques difficultés parce que ces responsables d'équipements qui se reconnaissaient au titre de le pouvoir au créateur, eh bien les personnels administratifs de ces équipements disent « Mais attendez, pas du tout. Pouvoir au créateur? Non, pas du tout. On partage le pouvoir. » Partager le pouvoir, ça veut dire qu'on partage nos capacités de pouvoir créer des choses. On peut partager aussi la programmation. Pourquoi est-ce que les administrateurs ne pourraient pas participer aussi au choix des spectacles qui allaient être diffusés? D'accord. Les gestes. Ah pardon, oui, je connais les gestes, mais je n'avais pas vu. D'accord. Oui, c'est-à-dire que là, vous voyez, il y a la volonté, en tout cas, de revendiquer une forme d'égalité entre les responsables des structures et les administrateurs. Autrement dit, cette volonté égalitaire, je ne dirais pas égalitariste, égalitaire, eh bien, elle remet en question, elle redéfinit en question complètement la hiérarchie qu'il y a au sein même des structures. Et ça, évidemment, les responsables des équipements l'ont absolument refusé. Ils l'ont absolument refusé, ce qui fait que, ils vont, en 1971, donc peu de temps après, créer ce qu'on appelle aujourd'hui communément le Syndéac. Autrement dit, le comité de Villeurbanne, c'est presque la préfiguration de ce qu'allait devenir le syndicat des patrons, le Syndéac. Puisque finalement,
là où ils avaient un souci, enfin, ils étaient dans cette contradiction qui à la fois, ils étaient libertaires dans leurs propositions, mais au sein même de la direction de leurs propres équipements, ben, ils se conduisaient comme des patrons. Donc c'est cette contradiction en quelque sorte que l'on va présenter. Donc ce pouvoir des créateurs, eh bien, finalement, il était inversement proportionnel à la liberté que pouvaient avoir les personnels pour gérer les équipements publics. Et donc la création du Syndéac va suivre de très près, eh bien, en 71, donc, le comité de Villeurbanne. Et le Syndéac qui donc a pour fonction de créer une espèce d'instance de négociation pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas des décisions qui soient adoptées sous la pression sociale. Donc c'est véritablement là pour le coup la volonté de créer un rapport de force en tous les cas avec les personnels. Alors cet épisode va avoir en effet des effets de démobilisateurs auprès des militants de cette époque-là, qui vont avoir des répercussions sur les années qui vont venir. Alors, la déclaration de Villeurbanne, et il y a donc cette mobilisation de la part des personnels, et puis, c'est une période de grande activité. Il y a, en mai 68, un autre regroupement qui va être celui des associations d'éducation populaire et de développement culturel. Ils vont se réunir à Paris et ils vont appeler à la création d'un conseil national de la jeunesse qui aurait une vocation, je le souligne, interministérielle. Autrement dit, ils estiment que la culture, ça ne concerne pas seulement les affaires culturelles, mais il faut que l'ensemble des organes de l'État, autrement dit des ministères, puissent collaborer, puissent être partie prenante de ce grand effort culturel. Autrement dit, c'est leur projet, un projet de réforme globale pour le développement culturel. Deux termes qu'il faut retenir du côté de ce regroupement, c'est interministériel et développement culturel. Ce sont les deux termes qui vont être repris 3 années après par un certain Jacques Duhamel qui va lancer donc un nouveau projet de politique culturelle qui va être fondé sur le développement culturel. Alors, est-ce que on peut évoquer un petit peu ça rapidement? Ce projet de Jacques Duhamel, et donc Jacques Duhamel qui est donc ministre des Affaires culturelles entre janvier 71 et mars 73, sous un gouvernement de Jacques Chaban-Delmas, eh bien justement il va se saisir de cette notion de développement culturel et il va créer le Conseil de développement culturel qui a justement pour fin de mettre en application finalement ce grand mouvement qui est né conjointement entre la déclaration de Villeurbanne, c'est-à-dire un nouveau projet d'action culturelle tourné vers les gens, et puis ce projet de considérer que cet effort ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a la relation serrée entre différents ministères. Et donc il va y avoir une forme de transversalité que va mettre en place Jacques Duhamel à partir de 1971. Alors, on ne va pas avoir le temps de beaucoup développer sur ce point-là, mais il faut considérer qu'en effet, à partir de là, il va y avoir cette volonté justement de développement culturel, eh bien, ça va avoir un effet absolument néfaste pour l'éducation populaire. Autrement dit, à partir de 71, on peut considérer que l'éducation populaire a, pour ainsi dire, théoriquement, et dans son projet politique, disparu des discours. C'est-à-dire que à partir de 71, alors qu'on pouvait penser, là encore, que
elle aurait pu rejoindre ce grand projet d'action culturelle, eh bien, les termes qui vont définir cet objet, ils vont noyer en quelque sorte le projet politique de l'éducation populaire. On va se tourner de plus en plus vers ce qu'on va appeler le socio-culturel. Et là, à partir de 71, l'EducPop va progressivement disparaître. On va appeler cela l'institutionnalisation de l'éducation populaire. Ça va donner naissance à l'animation socio-culturelle. On développera peut-être un peu plus ce point-là, si vous le voulez bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on puisse un peu développer ce point-là. Mais est-ce que vous avez peut-être des questions, des retours, des remarques à faire par rapport à cette tranche-là qu'on vient de traverser ensemble, cette séquence historique-là? Non? Voilà, juste qu'on retrouve toujours les mêmes problématiques en fait aujourd'hui, mais c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure dehors en discutant, c'est que la dichotomie entre ce que les directeurs disent et les actes et les volontés politiques englobantes, sociales, il y a toujours un écart, un fossé entre le discours qui se veut, comment dire, conciliant et en fait les actes qui suivent pas du tout derrière et qui a complètement une rupture entre l'équipe et la direction des fois ou la direction et les publics quoi. Enfin, c'est juste une remarque mais enfin que ces problématiques sont toujours d'actualité et qu'on on est toujours dedans quoi. Oui. On parle dehors aussi des missions des CDN maintenant. Je connais assez peu de CDN qui mettent vraiment en avant une culture locale ou un accompagnement des jeunes compagnies locales, etc. Enfin, j'en ai pas connu beaucoup dans les villes que j'ai fait. Ouais. Mais c'est toujours là, au niveau des programmations, c'est pareil, c'est une diffusion assez verticale en fait, de ce qui peut se passer à Paris. Tout ce qu'on peut pas avoir à Paris, certains CDN les distribuent, mais enfin, voilà. Mais ça s'explique aussi dans le discours, je trouve. Moi, quand j'entends le discours qui a été mis en avant, en tout cas pour la création de ces lieux, c'est quand même très... et c'est marrant qu'on ait utilisé des gens qui soient allés dans des colonies quand même pour diffuser la culture. Et ça montre aussi pourquoi peut-être ça marche pas. C'est on va vous diffuser la culture, vous, peuple de France qui ne savez rien, quoi, tu vois. Donc après, je suis peut-être un peu borné avec cette question-là, tu vois. Mais ça éclaire quand même pas mal de choses et ça peut expliquer aussi pourquoi ça marche pas. Parce que la démarche n'est pas la bonne et parce que l'idéologie de base, moi, je la trouve un peu puante. Après, je dis pas que c'est des méchants, tu vois, ça n'existe pas. Mais je pense que pour moi, c'est pas ça la culture, quoi. C'est une culture bourgeoise, en fait, qui voulait transmettre et tout. Enfin, je sais pas, après. Et république, ouais, oui. Qui crie haut et fort, je suis français, je suis fier de mon histoire, tout ça. Personne, vraiment. Enfin, ça dépend d'où on vient. Ouais. Mais c'est sûr que là, ce qu'on disait, partager les pouvoirs de décision, ça devient essentiel parce que petit à petit, genre, on s'efface de tout ça. Ouais, on laisse la place à cette culture-là qui existe déjà depuis très longtemps. Et nous, comment on fait pour exister, quoi, là-dedans? Avec ça, bien sûr. Ouais. C'est l'air de vous concerner directement, hein, l'histoire du personnel administratif dans les structures. C'est quelque chose. Vous êtes administratrice? Non, d'accord. Même pas. J'ai pas eu l'occasion encore. D'accord. Non, moi j'ai des problèmes d'adaptation plutôt au monde du travail. Ça commence déjà comme ça. Oui. Mais c'est sûr, parce que maintenant, pour faire du théâtre, rien que pour faire du théâtre, c'est pas naturel comme démarche. Il faut avoir un espace de résidence, un projet viable, et tout ça qui empêche en fait la vérité, quoi. Véritable action culturelle, soi-disant. Alors, après, c'est vrai que pour lire
notre présent, notre actualité, là, et peut-être il faut le replacer aussi dans un contexte historique, quoi, qui n'est pas tout à fait identique à celui que l'on décrit pour l'instant, là, dans notre... Mais en effet, il y a des points communs, il y a des rapports de force qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est certain. Mais à ces rapports de force, il faudrait alors, dans ce cas, ajouter le contexte historique dans lequel on est aujourd'hui, mais qui a commencé, en fait, dans les années 80, avec l'arrivée au pouvoir du Parti socialiste. Je dirais que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est peut-être le prolongement de ce qui s'est passé dès les années 80 avec l'arrivée de Jack Lang au ministère de la Culture, cette fois. On disait d'ailleurs que c'était le ministère des créateurs, vous voyez. Donc, mais là, aujourd'hui, je pense qu'on est dans le prolongement. Enfin, il ne s'est pas passé grand-chose depuis. Mais en tout cas, là, il y avait au moins, on peut les contester, mais il y avait au moins de vrais projets de politique culturelle. Que ce soit Malraux, c'est tout à fait critiquable, mais c'est un vrai projet au moins, vous voyez, par rapport à aujourd'hui. Mais c'est discutable, absolument. Mais il faut le replacer vraiment à chaque fois dans le contexte historique dans lequel sont prises ces situations. Ouais. J'ai juste pas très bien compris la position de Chéreau. Voilà. La position de Chéreau. Oui, parce que en fait, ce qui me semble, parce que ce qui est toujours compliqué, je trouve, quand on parle de ça et tout, c'est jamais. Enfin, en plus ici, je pense qu'on est beaucoup soit étudiants, soit dans le milieu de la culture. Du coup, c'est quand même, enfin, voilà, proche. Et enfin, c'est toujours très compliqué ce truc de rapport à qui on parle et tout. Voilà. Et du coup, il me semble qu'il y a une position d'artiste, enfin, Chéreau. Et c'est très bien parce qu'on parle de tout ça, mais du coup, on parle jamais de forme artistique. Même dans la déclaration, je me disais, c'est marrant d'avoir autant de gens qui sont directeurs de lieux et qui parlent jamais de forme d'art. Enfin, ils parlent que d'action citoyenne, de rapport avec les gouvernements, etc. Mais en fait, l'art, mais pas avec un grand A, mais juste ce qu'on produit avec nos moyens à nous sur un plateau quand il s'agit d'art vivant, c'est pas vraiment en question. Et du coup, je sens que vous avez parlé lié à ça, et je n'ai pas très bien compris ce que disait Chéreau par rapport à ça. La position sur la de liberté Chéreau, de faire du théâtre ou... Ouais. La position de Chéreau, elle est liée à sa propre expérience de Sartrouville. Il est en train de dire, Chéreau, que tout le projet d'action culturelle, de toute façon, est vain. Pour lui, la position qu'il faut... Lui, il veut occuper une position d'artiste. Autrement dit, on n'est pas obligé de faire de la politique, on n'est pas obligé de faire de l'action culturelle. Et la preuve en est, j'ai voulu jouer le jeu pendant quelques années et je me suis rendu compte que c'était absolument inefficace. Il prend même comme exemple, d'ailleurs, le Parti communiste. Le Parti communiste qui, en 1966, date à laquelle le théâtre de Sartrouville a été créé, a été ouvert, le Parti communiste ne défend pas du tout l'action culturelle. Le Parti communiste en 1966, il faut savoir qu'on est dans des problématiques de guerre froide, etc. Et on sait qu'il y a une propagande stalinienne très forte. Et justement, on a tendance à dire qu'en Russie, enfin en URSS, un ex-URSS, eh bien, on instrumentalise les artistes. Et le PC en 1966, eh bien, décide au contraire de se démarquer de cette position et considère au contraire qu'il faut donner la chance aux artistes, il faut accompagner les artistes, donc faire une politique culturelle qui aille dans le sens des créateurs. Donc il dit, mais alors je ne comprends pas ce que dit Chéreau, il dit, je ne comprends pas. Vous voulez travailler en direction des ouvriers, et pourtant le Parti communiste, qui est censé être le parti défendant les intérêts des ouvriers, lui défend les créateurs. Donc lui, il a décidé de absolument pas être du côté de l'action culturelle, de considérer que les artistes sont souverains, et il faut qu'ils aillent au contraire dans le sens de leurs propres aspirations, plutôt qu'à essayer de faire un travail d'action culturelle. Ce que j'entends aussi, intéressant, c'est qu'on parle de tout ça et tout, et je me dis c'est toujours ce truc hyper complexe de quand on pose la base d'une société qui est fracturée, comment on se place, quelle est la marge d'action qu'on a. Enfin, je veux dire, pour résoudre des problèmes qui finalement sont... il y a l'histoire de comment on se place, mais il y a aussi l'histoire de est-ce qu'on peut tout réparer avec des moyens qui sont... Enfin, c'est ça que j'entends aussi dans le truc de Chéreau, que je trouve très intéressant sur au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait, sans essayer de mal se placer, mais aussi qu'est-ce que... quand on est directeur de lieu, c'est autre chose, on a d'autres marches d'action, on a des leviers, mais je trouve ça compliqué aussi sur l'artiste, comment il peut réparer des choses. La question c'est... Son autonomie.
Ben ça, c'est une question qu'on peut ouvrir. Est-ce que l'art est forcément réparateur? Est-ce qu'on doit faire réparation? Est-ce que être dans une démarche réparatrice, est-ce que c'est encore une démarche politique? Est-ce que l'art est censé réparer le monde? C'est une vraie question, ça. Disons qu'aujourd'hui, on aurait presque tendance à penser que la dimension politique de l'art ou du théâtre consiste justement à dire que le théâtre doit servir à quelque chose. Il parle d'utilité en fait dans les On parle, voilà, c'est-à-dire que l'art doit être utile à quelque chose. En l'occurrence, ici, à réparer les problèmes sociaux, mais est-ce que c'est une fonction qui est utilitaire? C'est-à-dire que c'est une forme d'instrumentalisation de l'art. Mais on va considérer que cette utilité, eh bien, c'est ce qui justifie les subsides de l'État. Voilà. Alors qu'avant, on pouvait considérer qu'en effet, avant, je dirais, peut-être encore en 68, enfin, on pouvait considérer que la volonté de s'adresser à des publics défavorisés, la volonté de faire en sorte que eh bien, leurs revendications puissent être exprimées et se traduire à travers des formes artistiques, c'est une chose. Et si c'est une injonction du gouvernement à dire il faut que votre art soit utile à quelque chose pour être financé et subventionné, c'est pas du tout la même démarche politique. Donc, en effet, la position de Chéreau, elle est difficilement peut-être audible en 68-69, mais en même temps, elle décrit quand même quelque chose, une situation, la place de l'artiste, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ça me parle aussi un peu ce truc-là de dédouanement aussi de l'État qui est structurellement inégalitaire, qui crée des inégalités, tout ça, et qui délègue un peu aux artistes tout ça. Bon voilà, là, il faut remettre du vivre ensemble, il faut remettre du truc, tout ça. Mais du coup, il se dédouane lui-même, l'État, en n'essayant pas de régler ces questions-là, et on est là juste comme outil de médiation, comme outil de, ah voilà, on va faire un vivre ensemble, on va régler les problèmes, on va essayer de faire des œuvres avec des gens de ça, mais il y a un côté où l'État se dédouane totalement de ses responsabilités et aussi de ne pas penser ce modèle aussi social qui est structurellement inégalitaire et de aussi le remettre en question. Et la fonction aussi de l'art aussi du théâtre, c'est aussi de rentrer en conflit avec ça, d'essayer de proposer aussi des alternatives concrètes à ces structures inégalitaires aussi présentes. Donc voilà, ça me fait penser à ça. La proposition de Macron d'enfourcher le tigre et d'envoyer les artistes faire de l'éducation dans les écoles plutôt que de financer des postes et d'arrêter surtout de les supprimer. Et puis les budgets de la culture et de l'éducation qui se confondent et tout ça. Oui. Enfin, concrètement, là, il y a un lien avec... Oui, dès lors qu'on ne résout pas, qu'on ne remet pas en question les structures sociales. La structure sociale, c'est sûr, ça ne sert à rien de toute façon. Et évidemment, ça n'a pas d'effet. Mais après, ce qu'il faut, je crois, retenir aussi, c'est que peut-être c'est la position de Chéreau, c'est de considérer qu'on ne peut pas anticiper les effets politiques d'une œuvre. Voilà. Et c'est toute la complexité dans laquelle se trouve peut-être l'éducation populaire, du reste. C'est que est-ce qu'une œuvre peut anticiper les effets politiques? C'est dans le sens où l'œuvre servirait à quelque chose. C'est qu'en faisant ça, on sait que ça aurait tels effets. Bon, c'est ça que peut-être à sa manière, à sa place, en tous les cas, Patrice Chéreau interroge. Oui, tout à fait. Peut-être que la dimension politique d'une œuvre repose sur le fait qu'elle n'anticipe pas ses effets, justement. Elle fait les choses sans avoir la certitude que ça va avoir tel ou tel effet. Sinon, on aurait une vision complètement... pour le coup utilitaire. Mais beaucoup dans l'éducation populaire optent pour cette position-là en disant mais on peut faire même la théorie de l'action, c'est-à-dire on peut faire une espèce d'ingénierie qui nous permettrait de savoir quelles sont les choses qui sont les plus efficaces sur le plan social. Et en effet, il y a tout un pan de l'éducation populaire qui est tourné vers ça. Et ça interroge. Et surtout, le problème, c'est qu'à force de vouloir placer une utilité sur le plan culturel, enfin sur le plan, non je dirais pas culturel, mais sur le plan artistique, pour le coup on peut remettre en question ces objets en disant mais oui mais regardez, ça n'a pas de... Ça peut perdre de sa force, c'est-à-dire à vouloir privilégier l'effet politique, on peut perdre aussi la puissance de l'œuvre en tant que telle, quoi. Ça c'est un vrai débat en tout cas.
répondre. Oui. Je ne suis pas du tout du milieu, donc je pensais qu'il y avait une AG, je suis venu à l'AG. Disons Mais en qu'il tout n'y cas, a pas de prise de décision. Si ce n'est peut-être de se revoir la semaine prochaine. Mais... Je suis très content qu'il y ait des AG ouvertes et donc d'arriver aujourd'hui à ce débat. J'ai vu des fois sur Internet les conférences gesticulées. Ah oui. Enfin, ça a une dimension, ça questionne, quoi, hein, ça reste pas, on ne peut pas rester immobile devant une telle conférence. Quoi. Pour moi, c'est une dimension. Devant une telle concurrence? Les conférences. Ah, conférences, oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Absolument, oui. Hein, je trouve ça que c'est une performance, quoi, je veux dire, c'est en même temps, voilà, ça déstabilise. Ouais. Voilà. Mais justement, ça déstabilise parce que vous dites que vous n'êtes pas du milieu, parce que l'ensemble des conférenciers ou des gesticulants ne sont pas des acteurs professionnels. C'est-à-dire que c'est L'ensemble, pas tous. Je crois même tous les gesticulants, aucun gesticulant n'est, enfin à ma connaissance, un intermittent ou un professionnel du spectacle. Ce sont que des gens de la société civile qui font ça. D'ailleurs, il est dans les stages qui préparent la mise en œuvre des conférences gesticulées, il est bien dit que il vaut mieux être en accord politiquement avec le contenu de l'ensemble ou la philosophie de l'ensemble plutôt qu'être un acteur professionnel. Ils préfèrent qu'il n'y ait pas d'acteur professionnel qui fasse ça, au contraire. Donc c'est ce qui fait, c'est encore plus fort, c'est que justement, ce que ça montre, c'est que des gens de la société civile, de n'importe quel, issus de n'importe quel milieu ou de n'importe quel milieu socio-professionnel, je veux dire, sont en capacité de pouvoir mettre en scène leur vécu. Autrement dit, ça met je trouve que c'est un mouvement qui est vraiment intéressant parce que il met en relation un savoir expérientiel des gens, c'est-à-dire ce qu'ils vivent dans le monde du travail, ce qu'ils vivent dans la société, etc. Donc tout ça, c'est de considérer que tout ça, c'est du savoir. Il n'y a pas que le savoir, on va dire, savant, mais il y a aussi toutes les expériences, tout le vécu, toutes les histoires de vie des gens peuvent constituer en eux-mêmes un savoir. Et ce que fait ces conférences, ce qu'elles mettent en œuvre, c'est justement ce savoir avec de la philosophie, avec des sciences humaines, par exemple. La sociologie, on peut penser à Marcuse en philosophie, on peut penser à Bourdieu en sociologie. Donc ils mettent en relation, et ces stages, ces formations consistent justement à prendre les vécus des gens, et que les gens prennent leur propre vécu, plus exactement, et le fassent se rencontrer, fassent rencontrer leur vécu avec les sciences humaines. En ce sens, c'est une éducation populaire, puisque ça part du vécu des gens, auquel on ajoute donc un savoir endogène, auquel on ajoute un savoir exogène. Alors après, ça consiste justement à essayer de mettre en œuvre, c'est-à-dire à structurer, etc. Ils appellent ça un Scooby-Doo, c'est mélanger les savoirs, les vécus avec les savoirs scientifiques, quoi. Voilà, donc on crée une forme qui est un mélange de ces deux, une mise en relation de ces deux types de savoirs. Et donc c'est fort parce que ça part du vécu, et puis c'est en même temps théâtralisé en quelque sorte. Gesticuler, c'est pour dire, en gros, c'est pour dire qu'en fait le théâtre, bon, c'est moins important finalement que le contenu, quoi, de ce qu'on a à dire. Donc mais je comprends, et moi-même je suis assez sensible à ces propositions-là, oui. Mais il n'y a absolument aucun professionnel du spectacle qui fasse ça. Vous, demain, vous pouvez en faire une si vous avez envie, n'importe qui peut faire une conférence gesticulée, dès lors qu'il a des choses à dire et à partager. Parce que c'est une façon aussi, même si ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, c'est aussi une façon que des gens, des militants s'adressent à d'autres militants, en quelque sorte. C'est une façon aussi de se, je vous disais tout à l'heure à l'un de vos camarades, c'est une façon de se muscler aussi théoriquement, que de se rencontrer autour de ces créations de conférences gesticulées. Et de s'adresser aussi à un public qui est un public qui se sent concerné par le contenu de ce qui est à dire. Vous avez parlé de 68 tout à l'heure, hein, ouais. Avec les grèves, Renault, tout ça, et 10 millions de grévistes dans la rue. Et moi, je sais, j'avais une prof de musique qui me disait qu'elle était allée à NAFTA, à NAFTA Chimie, qui est une boîte pas loin de Martigues, et elle venait, me faisait faire, elle travaillait avec les gens qui occupaient l'usine, et elle répétait l'international, par exemple, à quatre voix. Il y avait une dimension de la culture des profs de musique qui étaient allés rencontrer les... Ce que je veux dire aussi, c'est que c'est difficilement imaginable en 2018, ça, ou en 2020, parce qu'il y a des barrières, des trucs comme ça. On peut difficilement poser la question de la culture en dehors du contexte historique et des revendications sociales. C'est pas une question comme ça.
C'est une question, quels sont les rapports sociaux, et si je veux faire ce que vous appelez une éducation populaire, si je veux avoir un impact sur l'aspect politique, au sens donc revendication, au sens transformation de la société, ça ne peut pas dépendre, ça ne peut pas être une question neutre, c'est une question qui est directement en rapport avec la conflictualité, avec le degré de conflit des classes. Bien sûr. On ne peut pas être seulement culturellement, la culture ne peut pas remplacer le rapport des classes. Oui, tout à fait. Oui, et je pense de la même façon qu'il est plus efficace de faire une grève que de faire une pièce de théâtre si on veut se battre contre le MEDEF aujourd'hui. C'est d'ailleurs, ça pose toute la question qu'il y a entre la subversion et la transgression. Vous avez une œuvre qui est transgressive, mais pour autant, est-ce qu'elle inquiète le MEDEF? La question reste ouverte. Bon, peut-être qu'on peut s'arrêter là. Est-ce qu'on se retrouve